plus dans le Kansas. Vous êtes sur Pandora. Ces têtes que vous faites. Nous avons une population d'indigènes qu'on appelle les Na'vi. Ils sont très difficiles à tuer. Bonsoir. Alors, je vous présente l'équipe de Vance Bergeron. Et voilà, toute son équipe derrière, du Labex Cortex, qui viennent nous présenter ce chercheur, ce qui lui est arrivé. Et un peu, j'ai l'impression qu'il y a un exosquelette, un vélo un peu bizarre. Oui, ils vont vous en parler. Bonne conférence. Très bien, merci beaucoup. Ah oui, ça marche bien, ce microphone. Je n'ai pas besoin de crier. Donc voilà. Je parle avec un petit accent américain, donc si jamais vous ne comprenez pas, on est pas nu, hein, donc tu dis que répète ça, etc. Donc merci pour être avec nous ce soir. Donc ça me rappelle Californie un petit peu avec cette soleil. Donc j'espère ça continue. Donc je vais commencer avec le premier transparente qui est titré Research Transversal. Et Research Transversal, c'est ce que je fais aujourd'hui depuis mon accident. Avant, je suis chercheur en matière molle. Ça veut dire le fluide qui est complexe et difficile à caractériser. Et c'était complètement différent que la neuroscience, mais en fait, j'ai eu un accident en vélo. J'étais à Oulin. Je ne sais pas si vous connaissez le banlieue lyonnais, mais une voiture qui m'a renversé sur le côté. Vraiment, c'était 11 heures le matin. Il fait beau. C'est une voiture qui roule dans le sens envers et voudrait tourner à ma droite. Donc, elle tournait à sa gauche. Je pensais que c'était un chien. J'ai regardé, ce n'était pas un chien, c'était un capot d'une voiture. Et ça m'a laissé être privilégié après cette rencontre. Donc, 7 mois dans l'hôpital, ça fait longtemps pour un chercheur qui n'est pas la patience. Donc, j'ai lu beaucoup pendant cette période et j'ai découvert le domaine des rééducations moteurs pour le disabled, pour le handicapé. Et ça m'a intrigué parce que je voulais faire quelque chose pour moi. Et la technologie, entre guillemets, qui m'intriguait le plus, c'était l'électrostimulation. C'était utilisant les électrodes et l'énergie électrique pour stimuler le muscle qui ne fonctionne plus. Et j'ai dit ça m'intéresse parce qu'en fait, ils utilisent ça déjà pour le vélo. Et j'ai dit, tiens, c'est moi qui aime le vélo. J'étais convaincu, je vais refaire le vélo une façon ou l'autre. Et donc, c'est un objectif qui a devenu une passion avec mon recherche quotidienne. Donc, je travaille pour le CNRS et à la grâce de son confiance dans moi, il m'a laissé changer mon piste de recherche et je proposais à travailler dans la neuroéducation, pas comme un expert, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas devenir expert dans 2 ans dans un domaine aussi complexe que ça, mais comme une personne qui va mener un programme de recherche transversal. Ça veut dire, j'étais dans l'hôpital et j'ai vu le besoin. Après ça, je suis scientifique et j'ai vu les technologies qui sont disponibles. Et je organisais le programme de recherche pour prendre les choses qui sont disponibles au laboratoire et mettre ça disponible à les gens qui ont besoin. Donc, c'est une démarche transversale parce qu'on va jusqu'à la paillasse de la recherche, jusqu'à la personne handicapée qui a besoin de cette technologie. C'est une différente démarche. Ça nécessite beaucoup de compréhension dans les différents domaines. Et après ça, de parler, pas de peur de parler avec les experts, pas de peur pour être stupide, parce qu'on est débutante, donc on va poser toutes les questions à les experts. Et il faut mener la recherche dans une façon de faire travailler les experts ensemble. Et une chose que nous avons fait tout de suite, on a fait la collaboration avec HCL, les Hospices civils de Lyon, avec le CNRS et avec UNS pour collaborer ensemble, avoir tous les experts que nous avons besoin pour mener cette recherche. Donc, maintenant, je souhaiterais décrire un petit peu le programme de recherche et aussi les choses qu'on fait aussi pour le fun dans le labo. Donc, le prochain transparent, je voudrais, la recherche concerne principalement les gens qui sont blessés modulaires. Et quand on voit ici cette transparente, je ne sais pas si vous connaissez ou pas la différence entre la tétraplégie,
le paraplégie, le tétraplégie haut, le paraplégie bas, etc. Ce que vous voyez en bleu les parties de le corps qui sont concernées. Donc, et vous voyez aussi, quand vous êtes touché dans le moelle épinière plus haut, la partie de ton corps affectée, c'est plus haut aussi. Cet dessin, il est incomplet quand même, parce qu'il dessine en bleu une seule couleur, on est infect. Mais si on est complète, ça veut dire le moelle il est coupé. Toute cette région en bleu, rien ne marche. Mais c'est souvent, c'est rare, c'est plus rare. Et les gens sont plus incomplètes, comme le mien, comme moi. Je m'explique. Il y a dans le moelle épinière 3 voies principales. Une pour le moteur, pour bouger, une pour la douleur, pour agir avec la douleur, la chaleur, et une autre pour le toucher. C'est 3 voies principales. Et moi, parce que mon moelle était touché un petit peu devant et sur le côté droit, derrière mon moelle, il est bien. Il n'est pas touché. Et grâce à ça, je le touchais, le vrai toucher de mes jambes, tout au bout de mes orteils. Donc, le ventre, je sentais maintenant sur mes jambes. Par contre, je ne sentais pas la chaleur. Et je ne peux pas de la motricity. Donc, 2 des 3 ne fonctionnent pas chez moi. Et après ça, qui ont monté un petit peu plus haut dans mon corps, on voit bien, j'ai une côté qui je tiens le microphone, qui est plus fort que l'autre côté. Donc, mais moi, je ne suis pas simplement touché dans le horizontal, c'est aussi dans le vertical. Ma côté droite et ma côté gauche ne sont pas pareils. J'ai beaucoup plus de mobilité et le bras et la musculation dans ma côté gauche que le côté droite. Donc, on voyait bien avec cette description, cette image, c'est un petit peu une caricature. C'est un petit peu le plus simple. Ça dit, oui, la hauteur, ça correspond avec la partie du corps qui sont affectées, mais ça n'explique pas le détail comme qu'est-ce que c'est affecté. Est-ce que c'est que la motricité? Est-ce que c'est le toucher? Est-ce que c'est la douleur, etc. Donc, voilà. Ça, c'est pour donner une petite explication des conditions avec les gens qui sont concernés principalement par notre recherche. Donc, la prochaine transparente, Amine. Ça, ce que vous voyez ici, c'est notre approche. C'est une approche où on voit le système central nerveux à votre droite, qui est un élément ensemble dans la façon dont on approche, et on approche un petit peu comme l'exercice. On va faire travailler le système nerveux central pour essayer, pour réhabiliter lui, comme on va réhabiliter un muscle finalement. On va exercer notre corps, nous, on va faire un exercice sur le système nerveux central. Comment on va faire ça? On va faire ça dans un système, dans une démarche un petit peu logique pour le BC modulaire. On va stimuler le système dans le périphérique qui va envoyer le signal dit afférent vers le cerveau. Après ça, en même temps, on va concentrer et on va envoyer le signal de le cerveau vers le périphérique. On va faire ça en même temps. Ça, c'est le signal électrique. Si vous voyez un petit peu dans une façon simplistique, on a un câblage qui sont cassés, ma moelle épinière, et on va envoyer le courant dans les 2 directions pour essayer, pour fortifier le lien qui reste. Parce qu'il a le lien qui reste. Je ne suis pas complète. Donc, on voit bien, il y a le lien qui reste, mais ils sont faibles. Et les questions, où on peut aller pour renforcer ce lien qui reste. Autrement dit, quelles sont les plasticités de le système? Souvent, on parlait de la plasticité de le cerveau, et en fait, c'est une réapprendre dans une autre partie de le cerveau pour faire le fonctionnement désiré. Donc, cette démarche d'exercice afférente, ça compose de la stimulation électrique pour nous. On va approfondir ça un petit peu plus tard. Et après ça, la machine cerveau interface machine-cerveau, c'était l'encéphalogramme, l'électroencéphalographe. Et on va parler de ça un petit peu aussi, comment utiliser ça. Mais d'abord, on va commencer avec l'électrostimulation et ce qui concerne le muscle. Et je vais laisser peut-être Sébastien, qui est kinésithérapeute, qui travaille avec moi au laboratoire de l'UNS de Lyon, mais aussi Henri Gabriel comme kinésithérapeute. Pour les petites histoires,
Sébastien et moi, on se connaît comme patiente et thérapeute. Et il était en thèse à l'époque, et c'était pendant notre matinée habituelle de rééducation, on a commencé à causer et à avoir des idées pour faire des recherches dans ce domaine plus tard. Donc, Sébastien, ton expertise, c'est le muscle, donc il y a plein de muscles aussi. Hein. Donc, tu veux simplement pour décortiquer un petit peu qu'est-ce qui se passe, c'était moins mystique. Le but de ça, c'est d'être moins mystique quand tu vois qu'on attache un électrode, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le muscle contracte. Voilà. Sébastien? Ok, merci Vance. Donc voilà, vous allez voir une petite vidéo qui illustre comment se contracte un muscle quand tout va bien, donc quand il n'y a pas une interruption de la commande nerveuse. Donc vous voyez la périphérie extérieure, et en fait ce muscle-là est constitué de différentes fibres qui sont regroupées et qui sont contractables les unes individuellement, les unes avec les autres. Et si on zoome, comment ça marche, vous voyez qu'on a différents constituants à l'intérieur des fibres musculaires qui interagissent les uns avec les autres, donc actine, myosine, et qui forment des ponts qui font que chacune des fibres se mobilise. Et vous voyez qu'on a une contraction, un rapprochement de ces fibres. Et cette contraction, si on dézoome, ça produit une saillie osseuse. Votre muscle se globulise, vous avez comme illustré. Et en se contractant, vous avez les deux extrémités sur lesquelles le muscle s'attache aux os qui se rapprochent et un mouvement qui est possible. Donc sur la toute fin, il y a deux façons de recruter un muscle. Quand tout va bien, soit on fait une contraction et on a un déplacement des leviers osseux, soit quand on est dans le cas d'une paralysie, on applique des électrodes et le courant qu'on fait circuler entre les deux électrodes permet au muscle de se contracter et produit des mouvements. Donc en l'occurrence, et on verra après, qu'on peut se servir de ça pour entraîner un mouvement des jambes et faire déplacer les pédales et faire en sorte qu'un vélo avance. Très bien, merci Sébastien. Et donc justement, dans la prochaine transparente, on dessine un petit peu de cette genre d'expérience. Ce que vous voyez à gauche, c'est une cartoon, mais vous voyez 1, 2, 3, c'est les différents endroits, les différents muscles qu'on va exciter. Donc principalement pour le vélo, on fait les ischios, le quadriceps et le glutes. On joue un petit peu au laboratoire avec les différents muscles, parce qu'on cherche le biomécanique et si on peut travailler le dos et le ventre aussi en même temps. Mais bon, ça, c'était pour le moment, on travaille les trois muscles. Et vous voyez bien ici, en marche, Sébastien derrière moi, chez moi, les premiers essais. Ça, c'était le premier essai d'un vélo que j'ai acheté aux États-Unis. C'est un vélo stationnaire, tout fait, un petit peu cher, particulièrement quand tu as besoin de payer la douane. Mais il marche très bien. Il marche très bien. Et vous voyez bien, il a un petit écran. On peut changer les différents paramètres comme la vitesse et comme de résistance. Cet engin, il est disponible, il est industriel, il n'est pas un engin de recherche, c'est un engin de réhabilitation. C'est le premier engin comme celui-là en France, parce que j'essayais pour acheter ici en Europe, c'était impossible. Ce que nous j'aime dans cette machine, par contre, c'est le fait que tout était fermé, on ne peut pas faire la recherche avec. Il faut casser les machines pour faire les différents paramètres. Donc maintenant, aujourd'hui, on construit notre propre vélo stationnaire et avec les différents paramètres où on peut tester et faire la recherche. Et on utilise celui-là pour l'entraînement. Pour ça. Après ça, le prochain transparent, c'était pour faire quoi? Pour faire voir les autres... s'il vient. Tic-tac, 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 tic-tac. Ah, OK, c'est bon. Cette transparente-là, c'est pour dessiner une autre personne ou une autre fonction que le vélo. C'est utiliser la main. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ma main ne fonctionne pas. Donc, pourquoi pas stimuler électriquement pour faire fonctionner ma main? Et c'est exactement ce qu'on fait. On travaille avec le jeune qui est le meilleur du monde dans ce domaine. Ils viennent de Serbie. Ils sont à Belgrade, Université de Belgrade. Et j'ai mis la photo de professeur Popovic en haut. C'est vraiment un plaisir à rencontrer les scientifiques comme ça.
c'est une pape dans le domaine. C'est lui qui a découvert tout, qui connaît tout. Et vraiment, il a une mémoire bibliothèque. Hein. C'est incroyable, cette professeur. Et lui, ce qu'il a fait, c'était les électrodes multipad. Ça veut dire plusieurs différentes électrodes pour être très précises, pour stimuler le muscle très précis, entre guillemets. Ici, tu vois ma main avec le cathode et les anodes. L'anode, c'est les différentes petites électrodes. Vous voyez la main de Sébastien ou Amine, je ne sais pas lequel. C'est lequel? Oui, c'est vrai. Amine était en train de boire le whisky qui était à côté. Et, non, on était dans une bar en Belgrade. Les séances, de temps en temps, comme ce soir, ça se fait autour de le bon beverage. Et souvent, j'aime faire mon séance avec le bon beverage. D'ailleurs, s'il peut me faire attraper le whisky, c'est bon. En bref, ce que tu vas voir dans le prochain film, c'est il va bouger l'électrode, il va mettre dans différents endroits de ma main, et tu vas regarder ma main. Regarde comme la configuration. Il y a une, ça bouge en haut, ça tourne à droite, à gauche. Il va avoir ça se lève, ça fait une doigt, deux doigts. En choisissant les bonnes électrodes, tu peux manipuler la main pour faire n'importe quel geste. C'est une question de résolution dans les électrodes. Pour faire ça, tu as deux électrodes dans les deux côtés, mais ça se voit bien cet effet. Si on fait le prochain film, je ne sais pas si on a... Est-ce qu'on a... Oui, techniquement. Il était allé avancer, Popovic. Ça, c'était le système aujourd'hui qui était mis sur le marché, entre guillemets. C'était le marché de recherche en cours. Mais c'est une pad qui était facile à mettre sur la main. Vous voyez, il a les électrodes dans les deux côtés. Mais c'est vraiment de même chose que vous avez vu dans le film tout à l'heure. Elle est en train de mettre les différents paramètres. Et maintenant, il ouvre son main et il va fermer la main. Et ce geste-là, c'est très important pour les gens comme moi. La capacité d'ouvrir la main et tenir quelque chose, c'est énorme. Parce qu'on constate les choses qu'on voudrait récupérer le plus vite, si on souhaiterait quelque chose, qu'on en est tétraplégique, c'est la main, c'est pas le marche. Le marche, les chaises et le vélo, ça se passe bien. Mais sans main, c'est un petit peu difficile. Donc, avec un engin comme ça, on peut vraiment faire le grasp, faire l'appréhension de les gens. Ça reste de boulot quand même. Pourquoi? Parce que vous avez vu, c'est une autre personne à côté qui a mis les différents paramètres pour ouvrir la main et fermer la main. Ce n'est pas la personne lui-même qui a fait ça. Donc, il faut nous développer un système de signalisation pour cette ouverture et cette fermeture. On peut imaginer plusieurs. On peut imaginer commande vocale, ouverte, ferme. Ça va être un petit peu ennuyant quand on a une conversation au bar et on voudrait être ouverte, ferme. Mais vous pouvez imaginer les différents systèmes de déclenchement pour ce geste assez simple, on-off. Et on peut tenir quelque chose. Donc, on n'est pas très, très loin pour cette technologie pour être très utile. Déjà, Sébastien, au laboratoire, il utilise la méthode en réhabilitation. Parce qu'avec quelqu'un à côté qui menait le signal, il peut ouvert, fermer, et faire l'exercice des muscles pour empêcher le muscle pour être atrophié. Donc, ça, c'est une application. Une autre application, le collègue de Sébastien travaille avec, c'est pour l'AVC. Parce que pour la récupération, c'est le genre d'exercice, j'ai parlé du système nerveux central, il n'est pas exclu des autres maladies dans le système. Ça peut avoir un problème de AVC et le même genre d'exercices sont pertinents. Donc, voilà. Et après ça, je vais tourner et changer le sujet un petit peu. On a parlé de l'électrostimulation. Excusez-moi, juste un dernier mot avant de changer. Je voudrais noter, comme Popovic, il y a les autres qui travaillent sur des électrodes intégrés dans le vêtement. Ici, c'est un exemple. Ce n'est pas les électrodes pour électrostimer, c'est des électrodes pour enregistrer. C'est le EMG. Donc, c'est l'électromagnétique pour faire ça. Qui est important aussi parce qu'on peut avoir le mouvement, un détecteur de mouvement. Demain,
Et nous, on travaille avec les sociétés qui font ce genre de vêtements. On voudrait intégrer des électrodes, des excitations, comme vous avez vu, celui qui excite le muscle, dans les différents vêtements pour avoir les différents muscles de le corps. Aujourd'hui, on a déjà fait pour le vélo. C'est un prototype, hein, mais c'est un pantalon, comme vous voyez à gauche, avec les électrodes intégrées quand je fais le vélo extérieur. Donc voilà. Donc maintenant, je vais changer le sujet parce que je vais aller dans tout début. J'ai dit il y a la afferente et la efferente. Donc je vais laisser Amine expliquer un petit peu cette partie des efferentes, le signaux qui viennent de le cerveau vers le périphérique. Donc Amine, tu... Oui, je vais vous parler un petit peu d'interface cerveau-machine. C'est ce qu'on appelle BCI, en anglais Brain Computer Interfaces. Le principe, c'est d'aller récupérer des signaux électriques à la surface du scalp, donc sur la tête, à l'aide d'électrodes, et d'essayer d'interpréter cette activité électrique de façon à pouvoir communiquer avec des machines ou des ordinateurs. Par exemple, on peut imaginer que Vance puisse contrôler son fauteuil roulant par la pensée. Il y a plusieurs façons de faire ça. Une des façons possibles, c'est ce qu'on appelle l'imagerie motrice cérébrale. C'est l'imagination d'un mouvement. Par exemple, là, je suis assis, mais je peux imaginer que je bouge mon bras gauche. Si j'imagine que je bouge mon bras gauche, on va détecter une activité électrique qui est similaire à si je faisais réellement ce mouvement. C'est une différence d'intensité, mais pas de nature. Et en fait, ça s'explique simplement. C'est juste que en fait, mon cerveau est câblé de façon à ce que tous les nerfs qui sont reliés à mes membres arrivent à certains endroits. Il y a une espèce de cartographie. Les nerfs qui sont connectés à mes jambes arrivent ici. Ceux qui sont connectés à mes bras sont par ici. Donc là, ce serait mon bras droit. Puis ensuite, on a la langue qui est par là, et puis tout ce qui concerne le visage. Donc c'est un endroit qui s'appelle le cortex moteur. Le moteur cérébral, c'est ça ? Cortex moteur. Cortex moteur. Et donc si j'imagine, là en ce moment que je bouge mon bras droit, on va détecter une activité ici. Et ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va demander à l'ordinateur de détecter ces motifs de pensée, et on va les associer à ce qu'on veut. Alors par exemple, je vais pouvoir dire, si j'imagine que je bouge mon bras droit, on va faire tourner le fauteuil à droite. Si j'imagine que je bouge mes jambes, on va faire avancer le fauteuil, etc. Donc ça, c'est une façon possible, il y en existe d'autres, de communiquer avec des appareils, des machines, par la pensée. Donc techniquement, ça passe par des électrodes qui sont sur le scalp, qui vont détecter un signal, qu'il va falloir filtrer temporellement déjà pour enlever tout ce qu'on appelle des artefacts comme les clignements d'yeux qui vont venir polluer le signal, éventuellement des interférences électromagnétiques qu'il va falloir supprimer. On va également faire ce qu'on appelle un filtrage spatial, donc il va falloir que je sache à quel endroit les activités que je suis en train de détecter se produisent. Et donc on va procéder à ce qu'on appelle une classification. C'est la courbe que vous voyez en bas à droite, qui va permettre de classifier des événements, des motifs de pensée, pour pouvoir dire si à ce moment-là, j'envoie une commande ou pas. Voilà. Prochain transparent, tu peux refaire voir avec... Ah oui. Ici, oui, parce que toi, tu étais avec André, qui est la tête derrière. C'est un autre collègue, André Néron, qui j'ai rencontré à l'hôpital, qui est aussi tétraplégique après un accident de voiture. Donc, qu'est-ce qu'il fait, André? Donc, là, on voit André qui joue un jeu vidéo par la pensée. C'est un jeu vidéo qui a été développé par le Cibathlon. Le Cibathlon, c'est la première compétition internationale pour athlètes qu'on appelle bioniques. Bionique, donc biologie, électronique. Ou encore athlètes augmentés. C'est des athlètes qui, contrairement aux Jeux paralympiques, sont assistés par des technologies qui vont agir de façon active. On a des prothèses de jambes, des prothèses robots, des prothèses de bras, il y a des fauteuils roulants intelligents. Il y a également une épreuve de vélo à simulation électrique dont on parlera plus tard, des exosquelettes et cette épreuve de BCI. Et donc là, le principe, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Donc il y a quatre actions possibles pour le personnage qu'on voit à l'écran, 3 ou 4, je ne sais plus. Et André va, pour chaque action demandée, devoir imaginer un mouvement. Et donc son entraînement a consisté à imaginer de mieux en mieux ce mouvement pour que l'ordinateur puisse le détecter. Mais l'entraînement, c'est aussi fait pour l'ordinateur. Et donc c'est pour ça que c'est une compétition qui va venir
récompenser à la fois les pilotes, mais aussi les équipes de recherche. Donc André est récompensé pour son travail d'entraînement à essayer d'imaginer de façon la plus claire possible ses mouvements. Et l'équipe de recherche est récompensée pour avoir réussi à apprendre à l'algorithme à écouter André penser. Ouais, très bien, c'est quasiment ça. Écouter, penser, transformer ça dans un signal électrique. Et chaque fois, il peut réussir à détecter une pensée, il y a une switch on-off. Donc, ce n'est pas beaucoup. Hein. On n'est pas là pour lire la tête de quelqu'un, ni faire que soit très délicate. Par contre, on peut faire on-off 3 fois, par exemple, 3 degrés de liberté, qui n'est pas beaucoup, mais quand même, ça peut être utile. Par contre, si on réfléchit un petit peu, peut-être il y a une façon plus facile pour gérer une machine extérieure que le penser. Par exemple, le langue. Notre langue, c'est un organe qui va directement dans le cerveau. Il ne passe pas par le moelle épinière. Et tu peux imaginer une implante dentaire discrète que tu mets dans la bouche et tu peux utiliser, par exemple, un piercing dans la langue comme un petit bouton qui peut gérer une électronique intérieure de la bouche. Et c'est assez facile pour bouger la langue à droite, à gauche, up and down. C'est beaucoup plus de degrés de liberté. C'est beaucoup plus facile à détecter. Et c'est peut-être une meilleure façon à contrôler l'environnement qu'investir dans un casque qui n'est pas beau, qui prend 20 minutes de calibration, qui n'est pas très fiable, qui est difficile, etc., etc. Donc, cette technologie, pour moi, ce n'était pas vraiment une technologie qui est mise au point pour gérer l'environnement et les activités de tous les jours. C'est un instrument pour comprendre le système central nerveux et pour aider avec notre recherche pour amplifier les effets et pour entraîner les gens et faire de la recherche du cerveau. C'était pas vraiment on n'est pas là aujourd'hui technologiquement pour gérer les choses avec notre cerveau. On n'est pas de niveau avatar encore. Donc voilà. Donc si on change de transparent, je voudrais expliquer un petit peu plus l'événement Cyblathon. Décliner un petit peu, en gros, la définition, qu'est-ce que c'était. Et vous voyez bien ici en images, mais j'ai encore mieux, j'ai le trailer de l'événement. Est-ce que tu peux passer le trailer? On va passer le trailer de l'événement parce que vous voyez le vrai truc, la vraie action. Je doute que vous avez eu la chance l'octobre dernier pour regarder les événements de la Cyblathon, mais ici, vous voyez une petite synopsis de qu'est-ce qui se passe. Donc ici, on voit bien la compétition des prothèses de bras. Donc c'est les gens qui n'avaient pas de bras qui doivent faire la tâche quotidienne. Il y a aussi le vélo électrostime, que vous avez vu passer. Et puis ça, l'exoskeleton. Ça, c'est l'exoskeleton. C'est les gens qui ont les jambes, mais ils ne peuvent pas fonctionner des jambes. Donc un exosquelette qui aide lui. C'est un robot d'aide. Et on voit bien, oui, après ça, la prothèse des jambes. Donc, comme la prothèse des bras, c'est des gens qui n'avaient pas de jambes, qui utilisent une prothèse pour faire une course d'obstacles. Ici, c'est le BCI, le cerveau-machine. C'est les choses que nous avons vues tout à l'heure. André était parmi les compétiteurs. Ici, c'était la chaise roulante, voilà ça. C'était un petit peu un Segway, cette monsieur. C'était fabuleux. C'est un Segway là-ci dessus, il va vite, hein, très très vite. Hein. Je vais acheter une moi-même. Ici, c'est l'Electrostim Vélo. On a participé sur ça. On a eu 2 concurrentes, moi-même, c'était dans une des là, et un autre pilote, André, qui est lyonnais. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il était là aussi. Julien, excuse-moi. Tu peux tourner? Hop, plus de batterie. Ah, zut. Ça, c'était un petit peu triste. Ah. C'était quoi? Je vais essayer pour repeller la prochaine. Excusez-nous. Hop.
Et donc, on était sur le Cyberthon. Je ne vais pas me l'ordre des choses. C'était quoi? Je voulais exposer après. Oui, c'était notre participation de Cyberthon plus spécifique, c'est ça. On a un petit film de course que j'ai fait. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Mais on a quelques transparentes qui exposent ce que j'ai avec moi. Donc, je peux exposer en vrai. C'est mon vélo que nous avons construit pour le compète. Je me bouge un petit peu. Donc, c'est un vélo que nous avons dessiné et conçu particulièrement pour la compétition. Il est 100% en carbone, monobloc. Donc, je suis vraiment un fan de vélo, donc je me suis éclaté pour faire construire celui-là. Et vous voyez aussi dans la manette les différents boutons et les différents systèmes. On peut voir plus près après, j'ai fini à parler. Et c'était le système pour aider moi pour gérer la vitesse, le niveau de stimulation, le frein, parce que je ne peux pas freiner comme d'habitude. Il faut que je pousse pour freiner, par exemple. Donc, on a un petit gadget on a développé pour faire ça. Il aime rouler dans mon vélo, lui. Hein. Mais il cache la meilleure partie, pas la meilleure partie, mais une partie très importante, c'était le signature. Oui, tu peux soulever le vélo et faire voir où il était signé, peut-être, parce que ça ne se voit pas d'ici. Mais on voit bien le signature, 3 différents signatures. Et ben, c'est Eddie Merckx, Raymond Polidor et Jean-Christophe Perrault. Donc, c'est vraiment le signature d'enfer. Parce que particulièrement, on a voir Eddie Merckx et Raymond Polidor. Si vous connaissez un petit peu l'ancien vélo, c'était la grande compétition entre ces 2 champions. Et pour avoir tous les 2 signé mon vélo, c'est vraiment le bonheur. Donc, ça va devenir un vélo un petit peu de collection maintenant pour moi. Donc, est-ce qu'on a réussi à faire l'expo? Oui, oui, c'est ça. C'est le slide que j'ai attendu. Parce que j'étais sur notre participation de le Cyberthon et j'ai parlé de le vélo. On va voir ça, mais je voulais présenter l'équipe entière qui était présente pour le Cyberthon. Vous voyez parmi nous aujourd'hui plusieurs. Il y a Amine. Amine, il était avec nous depuis des années. Il a fait son thèse à ENS de Lyon. C'est aussi un diplômé des écoles centrales, ingénieur. Donc, c'est quelqu'un qui est surdoué. Hein. Et il est avec nous depuis une dizaine d'années dans le labo. Et maintenant, il a reconverti aussi. Et il travaille dans la neurosciences, comme vous voyez. Et il y a aussi Sébastien, qui j'ai déjà présenté. Ma femme qui traînait derrière, hein, elle ne veut pas être notifiée. Après ça, il y a 3 athlètes. André, tu as vu le derrière son tête, c'est lui qui a eu le casque qui fait le BCI. Après ça, il y a Michel Sorine, c'est un Lyonnais renommé, reconnu, parce que c'est lui qui organise le Saint-Élion. Donc, la fameuse course à pied entre Saint-Étienne et Lyon. C'est le bébé de Michel. Et Michel, il a eu un accident de vélo aussi, comme moi. Il est 6'6". Tous les 4, nous sommes tétraplégiques. Et le vélo d'accident de Michel, c'était dans le Croix-Rousse, dans le montée de Croix-Rousse. Et tous les 2 sont là parce qu'on a une autre casque. Donc, s'il te plaît, si tu fais le vélo, porte ta casque. Et après ça, il y a Julien Geoffroy, qui est celui à droite, qui a eu un accident de moto. Et donc, c'est pourquoi il est accidenté. Et celui qui a couru il a entraîné avec nous, mais il a couru avec une autre équipe, parce qu'on peut avoir une seule pilote par équipe. Donc, on a collaboré avec une autre équipe en Suisse, donc il a piloté pour eux. Donc, prochain transparent. Bon, le vélo, j'ai déjà dit, je n'ai rien d'autre à ajouter. Bon, les signatures, vous avez déjà vu en vrai aussi, donc ça va. Et ici, le jour J, on va voir le course qui démarre. Et ça marche ou pas? Ah, peut-être on n'a pas fait ce film. Non, c'est le problème technique, excusez-nous. Donc, le bilan de la course, ce n'était pas aussi merveilleux. J'ai déraillé dans le premier tour. J'ai commencé, j'ai pété le feu. J'étais en train pour vraiment d'écraser le concurrent. Et j'étais vraiment content. Et je déraillais. Et après ça, il y a une règle qu'il n'y a aucune intervention de l'extérieur. Tu es éliminé. Dommage.
À la même temps, j'ai eu le temps, parce que le course, c'était pour 8 minutes, le nombre de tours que tu peux faire. Celui qui fait plus le tour dans le minimum de temps, gagne. Donc, on a le temps devant nous. J'ai dit, OK, ben, je vais courir quand même. Donc, Amine revient, il a mis le chaîne. Pendant qu'il a mis le chaîne, il a le concurrent qui vient de me passer. Il est en train de mettre le chaîne. J'ai dit, vite, 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 vite. Le gars, il passe. J'essaie, j'étais éliminé, mais ce n'était pas grave. Mais on vient, et il me passait lentement, mais sûrement. Donc, après ça, j'ai eu le chaîne. Et boum, je me suis attaqué comme le dingue, et comme un fusil, et j'ai passé le gars. Boum, bye bye. Et après ça, donc, c'était bien. Après ça, pac, déchaîné encore. Sans blague, deuxième fois. Sans blague. Le gars, petit à petit, tuc, 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 il m'a passé pendant qu'il était en train de faire les chaînes. Le crowd, le peuple japonais, il était statique, hein, parce que c'était le concurrent japonais. Et tout le monde, c'était vraiment l'histoire de la tortue et la lièvre. Bon, après ça, j'ai remis les chaînes. Après ça, j'ai repassé. Après ça, c'était fini. Bon, ben. Mais c'était pas le résultat. On a rêvé, mais c'était pas le résultat. On n'était pas là pour le résultat. On était là pour s'amuser. On a bien s'amusé. Et en même temps, on a eu un résultat, parce que mon collègue Julien, qui a couru pour l'autre équipe, a gagné la médaille de bronze. Et en fait, son temps, c'était son deuxième temps, c'était le meilleur temps de l'événement, sauf qu'il a les Américains qui étaient implantés avec les électrodes implantées, qui étaient beaucoup plus puissantes, mais c'est une différente méthodologie, donc on ne peut pas comparer. Donc voilà. Donc, il a fait le meilleur temps. Mais il a fait le meilleur temps en non implanté, donc avec des électrodes externes. Donc on est très fiers de lui. Donc prochain transparent. Donc ça c'est mon dernier transparent. Avec ça je vais inviter pour avoir des questions. Mais c'était une chose pour Ripple, où on est et où on peut aller et quelle est la fantasy. Il y a beaucoup de choses qui les gens... En fait, quand j'ai commencé ce domaine, je n'ai jamais eu cette réaction aussi sociale, dans le sens que j'étais dans un laboratoire. Maintenant, avec plus proche de la société, entre guillemets, on a les questions d'éthique qui se posent un petit peu différemment. Et il y a un mouvement qui sont digérés aussi concernant le transhumanisme et qu'est-ce qu'on va devenir avec la technologie. Il y a beaucoup de discours catastrophiques qui arrivent, et parmi ça, tu vois dans beaucoup de films, comme tu tombes d'ailleurs. Mais je pense que les événements comme ce soir, c'est vraiment des événements qui servent pour au moins communiquer. Et avec cette communication, si les gens sont éduqués, je pense que ça va aider, accepter, mais aussi gérer la technologie dans la bonne direction. Je pense que le débat, il faut continuer à faire, mais je pense que faire ça, il faut surtout mettre la science dedans, le fait dedans, so les gens sont conscients de quelles sont les réalités des choses. Donc, c'est un message que je voudrais faire avec cette transparence, mais aussi c'est un message transparent que je voudrais en même temps faire rêver. J'ai vu Avatar et je trouve ça fantastique. Quand j'étais jeune, quand j'étais petite, il y a le dessin animé avec Dick Tracy, c'est en anglais. C'est un gars qui est un détective avec une montre qui peut parler avec son montre. Je trouvais ça tellement ridicule quand j'étais petite, parce que moi j'ai eu un téléphone avec un câble sur le mur. Mais aujourd'hui, chacune de nous, on a ça. Donc, quand je vois Avatar, quand je vois les autres choses, sûrement on va avoir la belle surprise. Et je pense qu'on ne va jamais anticiper toutes les choses qui peuvent passer, mais en réfléchissant, je pense qu'on peut gérer dans le bon sens. Donc, c'est ça ce que je vais finir. Mais après ça, je t'invite aussi pour venir ici. Je vais prendre des questions. Après ça, je vais t'inviter pour regarder tous les matériaux. Tu peux discuter avec mes collègues qui sont derrière. Si tu as des questions, tu peux toucher. On a un exoskeleton ici, qui on est au labo. On va faire marcher pour que tu vois comment ça marche, etc. Mais avant de faire ça, est-ce qu'il y a des questions que tu voudrais poser à une des nous? Oui,
Moi, j'ai une question pour Vance. Ah, ok. Oui, on va faire ça plus tard. Oui. Alors, vous avez parlé de votre première vie de chercheur sur les matières molles. Alors, j'ai 2 questions. Est-ce que déjà, quand on bascule d'un champ disciplinaire à un autre, est-ce qu'on repart vraiment à zéro? Ça, c'est la première question. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans ce nouveau champ disciplinaire, vous vous servez de votre ancienne connaissance, celle sur les matières molles, ou pas du tout? C'est quelque chose qui C'est est... 2 excellentes questions. Mais le premier, on ne part pas à zéro totalement. Il y a la physique. Moi, je suis physicien. Peut-être ça m'a aidé aussi, parce que la physique, c'est très vaste. Donc, avec une formation en physique, je pense au moins, on n'est pas trop peur des équations et tout ça. On est habitué, donc ça nous permettait de lancer. Je ne comprends pas toutes les équations, ne t'inquiète pas. Mais je n'avais pas de peur. Donc, et après ça, les choses qui étaient similaires, c'était... La démarche, elle est vraiment similaire. On pose des questions et on utilise la même démarche pour trouver la réponse. Et donc, dans cet axe-là, on est chercheur, on est formé et je sentais dans ma basket. À la même temps, le langage était tellement différent. Et je suis toujours noyé un petit peu avec le système. Le système humain, c'est tellement complexe. J'ai besoin vraiment de mettre ça dans un analogue très simple pour comprendre, comme vous voyez, hein, de messages, exercices, etc. Donc, voilà. Par contre, ton deuxième question, c'était bien. J'ai réussi à convertir le programme, au moins trouver une partie de le programme dans la matière molle. Et ça se trouve dans les électrodes. Parce que les électrodes sont assez complexes, parce qu'on va transférer la charge et l'énergie dans le système à travers le pot. Donc, on fait un champ électrique avec 2 électrodes. Ces électrodes, il ne faut pas... Bon, j'ai brûlé avec le feu, mais il ne faut pas brûler le pot. Hein. Il ne faut pas t'abîmer. Et aussi, il faut faire dans une sorte que les électrodes transmettent bien son énergie. Et on trouve entre la partie dure et le pot une petite fine couche qui est critique, et c'est la matière molle. C'est une gel que je connais bien. C'est un hydrogel de PVA, PAA, donc c'est de chimie, c'est des polymères qui est une bonne amie, je connais bien. Je suis ravi à retrouver dans mes électrodes. Parce que maintenant, on est en train, moi je sais doper le PVA, PAA avec de différentes chimies pour améliorer, j'espère, ce transfert d'énergie entre l'électrode. Donc, je me trouvais bien dans mes autres collègues aussi, parce que je peux recontacter eux, impliquer eux dans le travail, et ça, c'est le bonheur. Est-ce qu'il y a des autres questions? Pardon, can I speak in English? Absolutely, that's my home language, so my first language at least. Sorry. Très bien, très bien. You have explained very lucid form, but I have one question, that in case of blockage in nerves or arteries, we can find out the blockage by the angiography only. We can develop an instrument that we can find the blockage in the artery without angiography? C'est une question intéressante. Si j'ai bien compris, c'était vous êtes dans le cardiovasculaire et vous avez un problème, vous parlez le problème des blocages de l'artère, c'est ça? Yeah. Et vous avez un endoscope, c'est ça que vous utilisez aujourd'hui? You have an endoscope? What is it used to deblock it today? That is, endoscope is not necessary, but in medical science, there is no any way to find the blockage without the angiography. Angiograph? Yeah. I don't understand the angiograph. Angiography means that they do a wire in the artery from thigh or from this part, and then they measure what is the blockage at which place in the artery. There are 3 arteries, so blockage is where, and then they put the stent to remove the blockage.
But in the society, the layman or normal person go to the hospital and the doctor says you have blockage and you require stent. So after the angiography, he said, but science is not developed any kind of instrument that you have just show that the without any wireless instrument we can measure the liquor or wine. Very good. Yeah, I think I understand a bit. What I can tell you from what I know and from what we're doing, ce que je peux faire, peut te dire vis-à-vis ce que nous faisons, etc., vis-à-vis de circulation dans le cardiovasculaire, parce que je ne comprends pas exactement la méthodologie que tu parles, mais de toute façon, l'électrostime, ça fait fonctionner le muscle. Et le muscle fonctionne comme il était avant, et ça va faire circuler le sang, et ça va aider la circulation. Donc, une des bénéfices de l'électrostime fonctionnel, c'est justement une aide dans la circulation sanguine. Et ça, ça peut aider pour les effets secondaires, parce que avec ça, on fournit le sang, donc on fait fournir toute la nourriture, ou le nutriments. Merci. Pour les os, parce qu'on a un problème quand on est tétraplégie, paraplégie, avec la densité osseuse qui faiblit et peut être cassée. Donc, avec cette régénération, avec cette sang qui coule, on évite ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ma petite graine dans la circulation. Excusez-moi si je n'ai pas répondu exactement à ta question. Excuse-moi. Est-ce qu'il y a les autres questions? Merci. Bonsoir. Bonsoir. Il y a 3 ans, je me suis cassé le poignet. Et pour ma rééducation, j'ai essayé l'électroacupuncture. Et donc le but n'était pas forcément de faire des mouvements grâce à ça, c'est plus de la rééducation. Par contre, est-ce que dans vos études, est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez, les méridiens, la médecine chinoise, ce genre de choses, ou pas du tout? C'est une super question d'ailleurs. Moi, j'ai fait l'acupuncture normale, 2 fois par semaine. Et c'est très intéressant. Moi j'aime bien. Je vois les effets. Et je vois les effets et ils sont réels. C'est un effet concret, physique. Et j'ai souvent pensé à faire étudier l'électroacupuncture. Je n'ai pas fait encore et ça m'intéresse de trouver quelqu'un qui fait l'électroacupuncture parce que je parle avec mon acupunctrice. Elle ne fait pas, elle n'ose pas faire n'importe quoi, donc elle dit non, je ne fais pas. Mais ça m'intéresse parce que je pense qu'il y a des choses à faire avec l'électroacupuncture. Et c'est très proche de ce que nous faisons aussi. Donc, on doit être capable, avec toute notre instrumentation, de vraiment suivre ça à la lettre et très quantitative. Donc, merci pour les questions. J'ai hâte pour faire ce genre d'études. Hein. Et est-ce que pour toi, ça a marché ou pas? Est-ce que tu as vu les bénéfices ou quoi? Alors, c'est difficile d'estimer les bénéfices. Après, j'ai retrouvé 100% de ma mobilité dans le poignet. Donc après, c'est juste un cas, donc je ne peux pas, dire si ça a fonctionné, mais pour moi, j'ai récupéré. Et une question juste derrière, parce que quelqu'un qui a fait l'acupuncture, mais jamais l'électroacupuncture, je sais comment ça sentir quand tu piques, mais quand il fait l'électricité, est-ce qu'il y a une autre sensation ou est-ce que c'est douloureux? Hein, non, c'est pas douloureux. Après, comment expliquer ça? On sent quelque chose, mais ce n'est pas des chocs électriques qui sont très forts. Je pense que par rapport aux électrodes que vous utilisez, c'est beaucoup plus faible. Donc on sent quelque chose, mais ça reste faible. Il ne déclenche pas de mouvement. C'est probablement dans le microampère, choses comme ça. Voilà. On est sur le milliampère, c'est quelques ordres de magnitude de plus puissants. Donc, oui, c'est normal. Mais ça m'intéresse énormément parce que il y a plein de raisons, ça peut marcher meilleur que l'acupuncture normale. Mais on va discuter ça plus tard. Mais bon, mais merci pour les questions. Hein. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'avais une question par rapport à l'énergie électrique qu'on envoie dans les muscles. Je voulais juste savoir pourquoi ça permet d'être contracté un muscle. Très bonne question, c'est fondamental. Et en fait, on n'excite pas le muscle directement. On met un champ électrique avec de 2 électrodes, ça va faire un champ. Et ce champ fait une dépolarisation
ça veut dire dans le cellule, il va séparer, le champ va séparer tout est positif et tout est négatif sur la paroi. Et ça va faire cette dépolarisation, ça déclenche une action potentielle. Ça veut dire que ça overt la partie de la cellule pour permettre, c'est comme une porte qui sont ouvertes et le signal se passe. Et ça, c'est ce qu'on fait. Quand on excite le muscle, entre guillemets, on n'excite pas le muscle, on excite le point moteur, le neuron, avec ce champ électrique qui envoie un signal qui, après ça, fait la contraction que Sébastien a te fait voir sur la vidéo. Cette contraction-là, c'est tout à fait la même chose comme toi. La seule chose qui a changé, moi, j'utilise un champ électrique pour déclencher le message pour faire. Vous utilisez un signal électrique qui vient de le cerveau, c'est tout. Mais après ça, le déclenchement de contraction, dès qu'il a été fait, c'est tout à fait naturel. Tu vois, c'est pas le champ électrique qui bouge le muscle, c'est le champ électrique qui switch le cellule, qui dit « OK, bouge le muscle ». Et le muscle bouge. Tu vois la différence? Ça se comprend? Ouais. Voilà. Donc, avec ça, si on suit cette logique, on peut comprendre maintenant pourquoi le champ et l'électricité qu'on utilise, c'est assez faible. On n'a pas besoin beaucoup pour faire l'action potential, pour faire cette dépolarisation, pour déclencher le muscle. Et ça, grâce à ça, on utilise le courant très faible. Oui, allez-y, oui, bien sûr. Bonsoir. Moi, je voulais savoir, vous parliez pendant le Cibathlon, c'est ça? Qu'il y avait des collègues américains qui utilisaient des électrodes directement implantées dans les muscles. C'est ça. Et pourquoi c'est plus efficace? Et est-ce qu'à terme, vous pensez que des électrodes en surface pourront être aussi efficaces que des électrodes implantées? Une autre super question. Pourquoi ils sont plus efficaces? Parce qu'ils peuvent focaliser le champ électrique, cette fameux champ que j'ai parlé, plus précisément sur le point moteur. Donc, il n'y a aucune perte, ou beaucoup moins de pertes. Ils sont vraiment focalisés, donc il peut être plus efficace dans ce genre-là. Donc, il a les conséquences, ils sont plus efficaces. Et la deuxième partie de la question, c'était quoi encore? J'ai oublié. Si plus tard, merci. Si plus tard, vous pensez que les électrodes de surface... Ouais. C'est ça. Plus tard, l'électrode de surface, je ne sais pas si on peut être aussi précise. Par contre, on peut être beaucoup plus précise qu'on est aujourd'hui, dans mon sens. Comment faire? En faisant jouer avec le placement des électrodes et aussi sur la géométrie, parce que le champ électrique, ça dépend de la géométrie des électrodes. Donc, tu changes l'électrode, il est rond, ou s'il est carré, le champ, ça change. Donc, et après ça, nous, en pensant aussi, on peut utiliser une aimante, donc un magnet, pour diriger le champ aussi. Donc, ça veut dire combiner le système électrostimulation avec le champ électrique, avec les aimantes aussi, qui va diriger le champ plus précis dans le cours. Donc, tu vois, c'est un programme de recherche, mais je pense qu'on va probablement pas arriver à le niveau d'efficacité d'implantation, mais je vois au moins un ordre de magnitude meilleur de ce qu'on fait aujourd'hui, hein, dans mon avis. Ouais. Tu as un deuxième, oui, follow-up, voilà. J'ai une deuxième question qui est pas, c'est sur un autre sujet, mais donc là c'est pour tout ce qui est moteur, pour retrouver une motricité. Et est-ce que éventuellement vous pensez que les électrodes pourront servir pour diminuer ou essayer de diminuer des signaux de douleur que les gens peuvent avoir, comme c'est les circuits neuroniques? Tout à fait, c'est déjà fait. En fait, il y a une grande pour la douleur. Il y a deux choses à dire de ça. Il y a des choses qui s'appellent les TENS, qui sont le transcutané électroneurostimulation, TENS. Et si on va à notre kiné, peut-être tu as vu une TENS aussi, je ne sais pas. Mais le TENS, c'est un signal électrique pratiquement pareil de ce qu'on utilise. Par contre, on change la fréquence et on change l'amplitude. Et si on tape sur une certaine fréquence, on va décrocher une réaction biochimique qui aide avec l'intalsique. Et ça, c'est exactement utilisé pour le tendinite, pour le muscle et tout ça. On trouve ça dans notre physiothérapeute. Donc, suivant. Après ça, il y a un autre type de stimulation pour la douleur beaucoup plus grave. Et
je risque d'être dans cette catégorie parce que j'ai le neurologique. Et ce qu'il fait avec ça, il met des électrodes sur le moelle. Il implante les électrodes sur l'épidural de la moelle dans certains endroits et il excite le moelle directement. Et c'est pour la douleur, c'est antidouleur. Aujourd'hui, les gens qui font ça, à faire encore mieux, il a pris cette électrostimulation de la moelle et il utilise ça pour stimuler le muscle. C'est hallucinant. C'est une hiérarchie un petit peu plus haut dans le système. Au lieu de stimuler le neuron, on va stimuler le moelle qui va envoyer un message dès le neuron qui va faire le muscle. Donc, et c'est notre collègue américain, nos collègues américains et aussi suisses qui fait ça. Plus proche de chez nous, c'est à Genève. C'est un professeur que je connais bien. On collabore avec lui un petit peu, Grégoire Courtine. Et ce qu'il a fait récemment, il a eu les animaux, le rat, le singe, il a coupé le moelle. Il a carrément coupé le moelle. Et après ça, il a électrostimé les moelles et il a fait marcher les animaux. Et après ça, il y a un petit peu de chimie il fait pour aider à repousser. L'idée, c'est si on utilise ça, plus de cellules souches, potentiellement, on peut même guérir le plaie, avoir pour ça. Mais déjà, en stimulant directement le moelle, il peut faire marcher de différents animaux, le singe et le truc. Et c'était une technologie ou une façon de faire les choses qui vient des antidouleurs, qui vient d'une stimulation antidouleur. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a les autres questions? Super. Bon, mais sinon, tu peux questionner direct ici. Ce qu'on va faire, ouais, des gens qui souhaiteraient, on va faire tourner l'exosquelette, donc tu peux voir. Après ça, tu peux venir regarder le vélo plus proche. Je n'ai pas parlé de le vélo jaune. C'est un vélo de route. Celui-là, c'était fait pour la course de Cyclothon. Interdit à utiliser le bras. C'est interdit, c'est la règle. Mais par contre, quand je suis chez moi, je peux utiliser ma bras si je veux. Mais je voudrais utiliser ma jambe aussi. Donc nous, on travaille sur un vélo hybride. Le concept, on voit bien avec cet angle. On a simplement attaché une mandaillée avec le pédalier. Avec ça, tu pédalies avec tes bras et tes jambes à la même temps. Avec ça, les gens qui sont para, par exemple, qui a tout son bras, il peut pédaler et mettre sa jambe simplement dans le pédale et ça va mobiliser sa jambe. Il n'a même pas besoin d'électrostimuler pour avoir un bénéfice parce que ça va faire la mobilisation. S'il a besoin d'aide, il peut avoir un moteur électrique. En fait, s'il veut, la personne peut faire un moteur électrique derrière et ça va bouger ses bras et sa jambe pendante, il balade. Donc ça veut dire que ça va être une moyenne à faire la rééducation avec plaisir. Parce que sinon, tu fais la mobilisation, c'est simplement quelqu'un qui mobilise passivement, qui est très critique. Il faut en faire. Mais si on peut faire ça en tournant en ville, et je parle même si tu n'avais pas le muscle, tu mets un moteur sur le vélo, et si tu ne veux pas bouger, tu n'as pas besoin de bouger. Tu peux l'utiliser comme une buggy, mais si tu veux bouger, tu peux bouger les bras. Donc ça, c'est le concept. Ça, c'est notre deuxième prototype. On n'est pas fini encore. Si tu peux venir, tu peux toucher. Je pense qu'on peut rouler avec si tu as la bonne taille. On ne peut pas ajuster la taille pour tout le monde, mais voilà. Donc, je t'invite à regarder plus près. Et la dernière chose, on a une imprimante 3D derrière, parce qu'on fabrique des orthèses aussi, et tu vas voir si tu approches un petit peu comment ça s'articule quand on imprime et construit une orthèse. Voilà. Bon, merci pour ton attention et aussi pour les questions. C'était super. Merci et bonne pape. Ah oui, il a la vidéo de Ciblathon, le famous course lapin. Tiens, on va voir un petit peu. Juste avant, je vous remercie. Vous pouvez poser toutes vos questions aux chercheurs et je vous donne rendez-vous dès demain à 10h pour les labs et les expérimentations et les expositions. À 11h dans le Café des Sciences pour le World Café, une discussion citoyenne autour de la table. Quels sont les critères de recherche à avoir pour la recherche? Et à midi, ici dans l'Agora,
pour un café débat sur les langues et le langage, les idées reçues sur les langues et le langage. Voilà, bonne vidéo et bonne fin de soirée. Ça, c'est pas nu, non? Non, mais ça, c'est pas nu. Non, non. Ah, c'est pas la bonne vidéo. Ah, tout ça pour rien. Voilà. Donc, OK, maintenant, il va faire dans une YouTube. Donc, on a plusieurs vidéos YouTube. On va faire le course, la petite pièce des courses. Donc, d'une semaine, tu peux faire YouTube. Non, dans le week-end, c'est bon si tu fais ça. On met sur l'Internet, Amine? Ouais, tu mets ces petites pièces. Après ça, tu peux voir. Non, non, c'est bon. Bon, ouais, je t'invite pour regarder tout ce qu'il y en a ici plus proche. Oui, merci beaucoup encore. Ouais, bien. Ah, c'est celui-là? Ah, il a trouvé. Regarde-lui en fin de compte. C'est le course entière ou simplement des clips que tu as fait? On va pas voir en entier, on va faire simplement le premier derrière le monde. Oui, on peut le tourner aussi, de toute façon. Non? Oui. Enfin, le deuxième et le troisième derrière le monde. Ça, c'est le japonais, super adorable, ce gars. J'ai son T-shirt, il m'a donné à l'hôtel. J'ai donné le mien, moi. C'est un ancien champion des chaises roulantes, lui. Il est très costaud. Mais il n'a rien pour les jambes. Il n'était jamais électrostimé. Et il a fait 6 mois d'électrostime pour la course. Donc, merci. Il n'y avait pas la musique et tout ça? Il n'y avait pas le son? C'est pas grave. Ah oui, le son en plus, ambiance. Ça, c'est ma côté de pain. Ce soir, je suis frustré. Hein. Je vais vider. C'est vraiment incroyable de remonter. Hein. Ah, j'étais pas content. Hein. Pas content. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ici le toiture. C'est trop cool. Derrière, il va arriver, hein, ça va beaucoup de temps. Il va passer, on ne va pas me regarder tous, peut-être on va laisser. Il me passe, c'est bon qu'on arrive.
déjà, j'étais éliminé par le rouge. Tu vois, en fait, le problème, on n'a jamais eu ce problème ici dans l'entraînement. On a défait le vélo pour déménager à... Oui, tu vois, il passe. Et en fait, on a défait le vélo pour déménager le vélo à Algérie. Et quand on a refait le... Oui, tu vois, je repasse. Bravo à la part. Allez-y. Et en fait, on n'a pas tiré tout le vis comme il faut, parce qu'on a refait le vélo le veille. Et puis le déménagement, qui n'était pas bien desserré. Donc, je redis... Ouais, c'est ça. Oh, d'accord. Encore the slow motion. The cells on the curve. Ah oui, c'est ça. C'est pas ça. Tu vois, c'était semblant, hein, j'ai tout dit. Je repartais, donc il m'a passé, mais c'était presque qu'il m'a pas dépassé. Bon. On espère tout ça. Oui, c'est fini. On fait ça, c'est son spectaculaire après. Bon, merci. J'ai rayé 3 fois. 3 fois, ouais. Tiens, tu peux penser avant tu...